Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis désolé de ne pas pouvoir être présent avec vous physiquement. J'aurais bien aimé, mais on n'a pas pu s'organiser. Donc je vais vous parler de la lutte contre les inégalités scolaires en essayant de réfléchir avec vous au passage des résultats de recherche aux politiques publiques. Autrement dit, quand la recherche nous apprend quelque chose à propos de la lutte contre les inégalités scolaires, comment on peut utiliser ces résultats de recherche euh, pour influencer, pour infléchir, pour aiguiller les politiques publiques. Et c'est en quelque sorte une de nos missions au CNESCO, le Centre national d'études des systèmes scolaires, que d'essayer de partager les résultats de recherche avec la communauté éducative et les politiques publiques. Donc, le premier type de résultats de recherche dont on dispose, ce sont les statistiques descriptives. Vous avez entendu parler des études PISA précédemment, il y a TIMSS, il y a PIRLS, etc. Au CNESCO, nous-mêmes, nous produisons des statistiques descriptives et ces statistiques montrent que dans un certain nombre de pays, on réussit à combiner équité et efficacité. Certains pays permettent aux élèves non seulement d'être performants, mais de réduire les écarts entre les élèves les plus performants et les élèves les moins performants et l'effet de l'origine sociale. Ces systèmes éducatifs, qui sont à la fois efficaces et équitables, ont un certain nombre de caractéristiques que j'ai indiquées sur cette diapositive. Donc, je ne vais pas redire à l'oral ce qui est écrit à l'écran, vous le voyez. Et ce que je vous dis ici, ce que je vous montre ici est assez banal, connu depuis pas mal de temps. Et voilà, je vous laisse lire tranquillement ces résultats qui sont encore une fois un tout sauf originaux. Si on veut continuer avec la diapositive suivante, on voit d'autres caractéristiques de ces systèmes éducatifs qui sont à la fois efficaces et équitables. Là aussi, je vous laisse lire ces points. Et enfin, si on regarde une dernière diapositive sur le type de résultats produits par ces études qui font donc des statistiques descriptives ou corrélationnelles, on a donc quatre derniers points qui me semblent importants de souligner. Pardon, 5 derniers points. J'ai fait une erreur de calcul mental. Donc, on a des études qui sont capables de nous dire, voilà, dans certains pays, il y a des systèmes éducatifs qui fonctionnent bien et qui permettent à la fois d'avoir des élèves performants et une faible différence entre les élèves les plus performants et les élèves les moins performants. On a d'autres types d'études, c'est des études interventionnelles et expérimentales, c'est-à-dire des études où on essaie de créer des dispositifs pour essayer d'améliorer les choses. Et donc, à l'intérieur d'un pays où les choses se passent plus ou moins bien, on est capable de comparer les résultats des élèves qui bénéficient d'une intervention aux résultats des élèves qui ne bénéficient pas d'une intervention. Et on est capable de produire ces résultats, là je vous en montre 4, dans des études à grande échelle. C'est-à-dire ce n'est pas des dispositifs qui sont testés sur quelques dizaines ou quelques centaines d'élèves, mais des dispositifs qui sont testés sur des centaines, voire des milliers d'élèves, voire des dizaines de milliers d'élèves. Donc, je vous cite le cas de l'éducation à l'orientation. Oui, c'est quelque chose qu'on peut améliorer significativement par des dispositifs qui sont relativement simples. La croyance des élèves
dans leur capacité à progresser est aussi quelque chose qu'on peut améliorer. Le bien-être à l'école est quelque chose qu'on peut améliorer. La mixité sociale au sein des établissements scolaires euh, dans notre pays, où ça a déjà été évoqué précédemment, il y a des politiques de la ville qui génèrent de toute façon des quartiers qui sont très inégaux entre eux. Oui, c'est possible de faire tout ça, mais il y a un mais, c'est que ça n'est pas parce qu'on améliore un point, par exemple l'éducation, l'orientation, par exemple le bien-être à l'école, qu'on va améliorer l'efficacité, les performances des élèves ou l'équité. Donc ce point est très important. Euh, on sait caractériser les pays dans lesquels les élèves sont à la fois performants et où il y a une grande équité. On sait sur certains points qui ont été identifiés comme des points qui caractérisent ces pays, on sait agir, on sait améliorer les choses. Mais ce n'est pas parce qu'on sait améliorer tel ou tel point qui contribue à l'efficacité ou à l'équité qu'on va améliorer directement l'équité ou l'efficacité. Sur la diapositive suivante, on montre même que on est capable, dans des études interventionnelles, expérimentales, où on va encore comparer des élèves qui bénéficient d'une intervention et des élèves qui ne bénéficient pas d'une intervention, d'améliorer les choses sur des processus qui sont encore plus fondamentaux que ce que je viens d'évoquer. Par exemple, on sait, par des dispositifs, par des façons d'enseigner, améliorer la motivation des élèves. Euh, on sait améliorer leur stratégie d'apprentissage, la façon dont ils réfléchissent à leurs propres apprentissages, la façon dont ils organisent leurs apprentissages, hein, ce que parfois on rassemble sous le slogan de apprendre à apprendre. On sait aussi, et des centaines de recherches l'ont montré, optimiser la charge cognitive, hein, c'est-à-dire l'exigence des apprentissages pour doser cette exigence et présenter des apprentissages de plus en plus exigeants progressivement, de façon adaptée à tous les élèves. On sait aussi améliorer les processus d'apprentissage, c'est-à-dire quand on veut que les élèves comprennent, améliorer la compréhension. Quand on veut que les élèves conceptualisent, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, on sait le faire. Quand on veut que les élèves automatisent, on sait le faire. Il y a donc dans ces études interventionnelles des effets qui sont obtenus et qui sont obtenus dans des études expérimentales à grande échelle ou dans des études expérimentales à petite échelle. Mais ça n'est pas parce qu'on améliore un aspect qu'on va améliorer les autres. Or, vous l'avez vu, dans les études descriptives, les facteurs qui ont un effet sur la réussite et l'équité sont nombreux. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça, hein, cette espèce de paradoxe qui est qu'on a à la fois une bonne connaissance d'un ensemble de facteurs liés à la réussite et à l'équité, et des interventions qui, quand elles agissent sur un facteur et quand elles agissent efficacement sur un facteur, n'entraînent pas nécessairement une efficacité sur l'ensemble des autres facteurs. On essaie de réfléchir à ça au CNESCO, de solliciter des experts sur le domaine et on essaye bien entendu de regarder la littérature et de partager ça avec la communauté. Voilà un certain nombre de points qui aujourd'hui me semblent être des pistes sérieuses. Si on veut améliorer les choses, un premier aspect qui semble absolument fondamental, c'est la continuité des politiques éducatives. Peut-être que le pire service qu'on puisse rendre à une école, à un pays, c'est de changer de politique éducative de façon tellement fréquente que les acteurs en sont perdus, que ces acteurs soient des enseignantes ou des enseignants, des cadres, des parents et des élèves eux-mêmes.
La deuxième chose qui semble une piste sérieuse si on veut améliorer les choses, ce sont les approches systémiques. Au lieu d'essayer d'agir sur un facteur à la fois et essayer de voir s'il améliore les choses, c'est sans doute en essayant d'améliorer ensemble plusieurs facteurs qu'on va améliorer plus globalement les choses. Les études sur le bien-être à l'école sont là-dessus absolument édifiantes. Euh, on ne peut pas espérer améliorer le bien-être des élèves et les résultats scolaires des élèves en n'agissant que sur le bien-être des élèves. La troisième piste qui me semble sérieuse, c'est la qualité et la quantité de la formation initiale et continue des enseignants. Le métier d'enseignant est un métier difficile, exigeant. C'est un métier de niveau Bac+5. On forme des personnes qui ont un haut niveau et la formation, une véritable formation en 5 ans et une formation continuée tout au long de la vie est sans doute un des autres leviers qui, bien entendu, accompagne la reconnaissance sociale, l'expertise reconnue socialement des enseignantes et des enseignants. Ensuite, ce qui est de plus en plus évoqué dans de très nombreux pays à l'heure actuelle, c'est la façon d'organiser la coopération entre les acteurs de terrain et les acteurs et les actrices de la recherche. Au CNESCO, nous essayons de l'organiser d'une certaine manière. Par exemple, quand on organise une conférence de consensus ou une conférence de comparaison internationale, les chercheuses et les chercheurs sont sollicités pour faire part de leur expertise sur un sujet, mais le jury est un jury qui représente la communauté éducative. Le jury, c'est-à-dire celui qui va rédiger les conclusions et les recommandations de ces conférences, c'est un jury composé non pas de chercheurs ou de chercheuses, mais d'enseignantes et d'enseignants, de formatrices et de formateurs, de cadres de l'éducation, de parents, et parfois, quand, quand on arrive à les solliciter, d'élèves qui font partie de cette communauté. On le fait au CNESCO, on peut aussi citer le cas de l'IFE, euh, l'Institut français d'éducation, qui a créé ces LEA, hein, ces lieux, ces lieux éducatifs associés, où on va organiser une coopération locale entre un laboratoire et un ou plusieurs établissements scolaires. Il y a beaucoup, beaucoup de modalités différentes, mais l'amélioration de la coopération entre les chercheurs et les terrains est une autre piste sérieuse sur laquelle nous devons travailler. Ensuite, euh, il est à peu près évident, et là aussi au niveau international, ça fait consensus, que le travail des cadres d'un système éducatif, la qualité de leur travail, la qualité de la euh, façon dont sont gérées les ressources humaines à l'intérieur d'un système éducatif, la qualité du travail en équipe, la qualité de la délégation de responsabilité est un autre facteur crucial pour améliorer les choses. Et enfin, je le mets avec un point d'interrogation parce que j'ai trouvé assez peu de travaux, mais j'avoue que j'ai été complètement séduit par cette hypothèse qui vient d'un chercheur finlandais qui disait que c'est peut-être aussi la cohérence entre la structure d'un système éducatif, le fonctionnement d'un système éducatif et les valeurs d'un système éducatif qui est un levier pour améliorer les choses. Ce chercheur citait en exemple la Finlande, son propre pays, et la Corée du Sud, un autre pays. Il disait en Finlande, la structure, le fonctionnement et les valeurs du système éducatif et de la société sont organisés autour de la euh, construction de la communauté. Et c'est la cohérence entre les valeurs
de la société de l'école et le fonctionnement et la structure de l'école autour de cette idée de construire une communauté qui fait peut-être l'efficacité de ce pays. Sinon, on n'arrive pas à comprendre comment un autre pays euh, comme la Corée du Sud, qui est à ce point différent, produit aussi de très bons résultats. Mais peut-être que en Corée du Sud, il y a une cohérence autour de la valeur travail dans la structure, le fonctionnement, les valeurs de l'école et les valeurs de la société. Voilà, j'ai bien mis un point d'interrogation, ça n'a pas du tout la solidité des 5 premiers axes d'amélioration, mais j'ai trouvé cette idée originale et séduisante. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère qu'on pourra échanger.